Allez, votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Christophe Périllat, le directeur général de l'équipementier automobile Valeo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Bon, Valeo qui a publié ses résultats annuels fin février, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui continue, il faut en parler, d'améliorer ses résultats. Vous avez atteint vos objectifs 2023, notamment redressement de vos marges, chiffre d'affaires en hausse de 10% à 22 milliards d'euros. C'est le fruit, il faut le dire, parce qu'il y a les chiffres, mais il y a le travail derrière qui est fait. C'est le fruit d'un gros travail et de gros efforts aussi qui ont été faits. Oui, il y a deux choses. Il y a le positionnement stratégique de Valeo. Voilà, Valeo est juste au cœur de ce qui se passe aujourd'hui dans la voiture. On en parlera sans doute. La voiture, elle devient électrique, elle devient plus sûre, elle devient logicielle. Et c'est exactement notre positionnement. Donc ça, c'est une construction d'une décennie, on va dire, d'avoir la bonne stratégie et le bon positionnement. Et puis, c'est aussi beaucoup d'efforts de gestion pour parvenir, année après année, à réaugmenter notre profitabilité. Parce que c'est ça le sujet de fond, c'est ce que vous demandent les marchés et c'est ce qui est nécessaire aussi au développement et à l'essor de l'entreprise. Cette marge donc, qui est de 3,8% sur 2023, en hausse, il faut le dire, de 1,4 points sur un an. On voit le chemin parcouru, mais il faut encore l'améliorer. Enfin, c'est vous qui le dites, puisque l'objectif, c'est 6%, c'est ça, en 2025. C'est ça, entre 5,5 et oui, 6,5. Oui, je me suis mis au milieu. Absolument. Je ne dirais pas que ces résultats sont bons, ils ne sont pas bons encore. Ils sont en progression. On a progressé de 21 à 2022, de 2022 à 2023, de manière régulière et surtout comme attendu par les marchés, comme attendu par nos investisseurs. Donc ça, c'est important. Maintenant, ils ne sont pas encore au niveau où on peut les porter, où on va les porter. Donc moi, je porte une ambition pour Valeo de revenir à un niveau de profitabilité autour de 6% dans un premier temps. C'est ce qu'on va faire en 2025. Et puis, il y aura encore une autre séquence après 2025 où beaucoup de commandes qu'on a prises ces dernières années, qui sont des commandes très technologiques, très tech, avec beaucoup de marge, vont se transformer en vente et en vente profitable. Mais ça sera pour après 2025. Ok, donc continuer à améliorer la performance financière globale, avec une mention spéciale ou pas sur la génération de cash. Vous avez insisté là-dessus. Oui, parce qu'aujourd'hui, on a... C'est important. C'est important parce qu'on a un niveau de dette qui est de 4 milliards, qui n'est pas du tout un problème, mais qu'il faut réduire parce qu'on a des frais financiers qui sont trop importants. Alors aujourd'hui, on génère du cash, c'est une bonne nouvelle, mais on génère du cash pour payer nos investissements, pour payer notre innovation, pour payer nos dividendes, mais pour payer nos frais financiers, bien sûr, mais pas encore suffisamment pour se désendetter. Se désendetter, c'est important quand les frais financiers augmentent. C'est la raison pour laquelle on augmentera de manière régulière notre génération de cash. Cette année, c'était une bonne année. L'année prochaine, 2024, cette année donc sera encore meilleure. Et puis en 2025, encore meilleure. Voilà, donc vous améliorez, on comprend bien vos résultats, Christophe Périllat. J'en viens malheureusement, ce que les analystes ont retenu, c'est aussi et surtout le fait que vous ayez revu vos ambitions à la baisse pour 2025. Pourquoi cette prudence sur 2025? Parce que, je pose la question en même temps, je me doute de la réponse un petit peu, c'est que le marché auto mondial ne sera peut-être pas aussi dynamique que ce qui est attendu, notamment du fait d'un développement plus lent de la voiture électrique. C'est ça l'analyse en toile de fond? Alors les marchés, les investisseurs, franchement, ne nous en font pas le reproche. Ils ont bien compris notre plan stratégique, celui que j'ai créé, celui que j'ai porté début 2022. Il s'appuyait sur un marché automobile en très forte croissance. C'était les prévisions qui étaient faites à l'époque. On parlait en 2025 de 98 millions de voitures produites. Bon, il s'en produira finalement que 90, 91 millions de voitures. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. C'est une baisse du marché, ou en tout cas une moindre progression du marché à 90 millions de voitures. Donc voilà, l'industrie automobile, Valeo en particulier, on reste une société qui est assez sensible au volume, au cycle. Et donc quand il y a un petit peu moins de ventes, un petit peu moins de volume, il y a un petit peu moins de résultats. Mais ce qu'il faut retenir, c'est 6% d'EBIT en 2025. Ça veut dire plus 60%. Au minimum par rapport à la performance 2023. Donc on continue notre progression. Christophe Périllat, j'ai envie de comprendre, on voit ce qui se passe. Pourquoi les ventes de voitures électriques reculent en Europe depuis le début de l'année? Alors j'emploie le mot patine aux États-Unis, ça patine un petit peu aux États-Unis aussi. Pourquoi ce décollage qui est plus lent que prévu? C'est parce que ça reste toujours trop cher et parce qu'on a vu des gouvernements réduire les aides à l'achat, les aides fiscales. Oui, aujourd'hui le marché reste très sensible aux différentes aides qui peuvent être... Les Chinois ont coupé aussi dans leurs aides. Oui, il y a les premiers d'ailleurs quasiment. Il y a des augmentations, des diminutions, des augmentations. On sait, alors il faut dire une chose, le chemin vers le véhicule électrique, il est compliqué. Il est compliqué d'un point de vue industriel, d'un point de vue technologique, mais il est sûr. Voilà. Nous, on voit un monde et une mobilité qui sera électrique. Pour des raisons tout à fait évidentes, c'est 18% des émissions de CO2 dans le monde. Donc si vous voulez un monde décarboné, on veut un monde décarboné, il faut une mobilité décarbonée. C'est pour ça qu'on fait le véhicule électrique. Maintenant, est-ce que le chemin va être linéaire? Est-ce qu'il va être droit?
Non, on le sait et on y est préparé. Alors, est-ce que ça coûte trop cher aujourd'hui? Oui, ça coûte encore trop cher, mais c'est aussi notre mission. Nous, on est le partenaire technologique de nos clients, de mettre tous au les point constructeurs automobiles, hein, des technologies qui permettent aux véhicules électriques d'arriver de la manière qui soit la plus abordable possible. Ouais. L'Allemagne, qui a elle aussi mis fin à son bonus à l'achat de voitures électriques. En France, le bonus, il a été raboté, je crois que c'est de 5 000 à 4 000 euros de mémoire. Vous regrettez cette décision ou c'est comme ça, vous faites avec? Alors nous, ce qu'on regarde, c'est les chiffres mondiaux. Il faut prendre un petit peu de recul sur telle ou telle décision qui est prise par tel ou tel gouvernement dans tel ou tel pays. Mais qui vont dans le même sens, à savoir le fait de débrancher les aides. Hein. Juste quelques chiffres. L'année dernière, 2023, 10 millions de véhicules purs électriques dans le monde. Vendus. Produits. Et vendus. Ouais. C'est déjà 11% du marché. Ouais. C'est déjà beaucoup. Cette année? Cette année, on estime que le marché sera autour de 13-14 millions. Et en 2025, autour de 18 millions de voitures. Donc c'est une progression qui reste régulière, pas régulière de la même manière dans tous les pays du monde, mais le secteur automobile ajoute 3-4 millions de voitures électriques par an, c'est-à-dire 3, 4, 5% de part de marché supplémentaire année par année. Donc on voit bien que la mobilité devient électrique. Ouais. Le marché chinois, pardon, on parlait encore une fois des baisses, on parle de baisse de vente comme en Europe depuis le début de l'année, je parle sous votre contrôle. Oui, sur le premier trimestre probablement. Oui. Ouais. On n'a pas encore tous les chiffres. Ouais. Hein, et aux États-Unis, Chine, les 3 plus gros marchés, on a compris sur l'Europe. Alors la Chine continue de progresser de manière rapide, et en Europe et aux États-Unis de manière plus lente, on le voit au premier trimestre. La montée en puissance de la concurrence chinoise, je parle du côté constructeur auto, ça inquiète de plus en plus de patrons. On a vu le patron de Stellantis en parler, mais pas seulement. Comment vous voyez ça? Vous êtes serein, vous, le fait que toutes ces voitures made in China débarquent en Europe? Alors les constructeurs chinois, on les connaît bien. En même temps, ce sont vos clients aussi, donc quelque part, vous, ça vous... Voilà, ce sont nos clients, ce sont nos clients depuis longtemps. Vous savez, BYD, Geely, Great Wall, Chery, je peux tous vous les citer, on les connaît tous très bien. On est en Chine depuis 30 ans. 2024... C'est 16% de notre activité. C'est ça, on célèbre les 30 ans d'implantation de Valeo en Chine. On est arrivé pour Volkswagen, pour PSA, c'était à Shanghai, c'était à Wuhan, c'était en 1994. Et depuis, on a fait un chemin considérable en Chine. C'est devenu le premier pays du groupe. On a en Chine 20 000 salariés, on a 35 usines. Donc c'est un pays très très important. On produit en Chine pour la Chine. Hein. Ce n'est pas un pays duquel on exporte. Donc vous êtes chinois en Chine. Voilà, on est chinois en Chine et on a cette stratégie de travailler avec tous les clients constructeurs en Chine. Si vous êtes chinois en Chine, ça veut dire que vous avez des coûts à la chinoise. Donc finalement... Absolument. Vous savez, en Chine, on avait, il y a une dizaine d'années, on avait plus de 150 expatriés. On en a 8 aujourd'hui. On en a 8 sur 20 000 personnes. Ça veut dire que nos coûts salariaux sont chinois, nos usines sont chinoises, nos fournisseurs sont chinois. Ouais. On a des coûts chinois en Chine. Ouais. Mais j'ai lu, alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu en tout cas que vous sous-performiez le marché local de 6 points en Chine. Oui. C'est vrai, en croissance, mais en sous-performance. Oui, c'est vrai. Donc il y a quand même cette concurrence avec vos rivaux équipementiers chinois. Alors, ce n'est pas tant ça, c'est la part de marché qu'on a avec les constructeurs, on va dire, traditionnels, ceux qui sont établis avec des partenaires chinois, c'est des joint ventures avec des constructeurs occidentaux et un chinois. On a des parts de marché avec ces clients-là, et on a des parts de marché avec les constructeurs chinois. Aujourd'hui, les constructeurs purs chinois prennent des parts de marché. Mais ce sont vos clients. Ce sont nos clients, mais un tout petit peu moins clients que les autres clients. Donc, quand ces clients-là gagnent des parts de marché, on peut être amené à sous-performer le marché. Maintenant, ce que j'ai de manière très claire dit, c'est qu'on se repositionnait à toute vitesse avec ces constructeurs chinois, puisqu'on leur apporte de la technologie, on leur apporte de la compétitivité également. Et donc, dès le deuxième semestre de cette année, on devrait retrouver une belle performance en Chine. Bon, donc vous êtes bien armé face à cette concurrence chinoise? Je le pense, oui. Bon. En quoi la voiture de demain, Christophe Périllat, sera vraiment radicalement ou pas différente de celle d'aujourd'hui par rapport à ce qu'on voit derrière nous? Est-ce qu'on connaît aujourd'hui derrière nous dans les images? En quoi on voit des voitures qui se garent toutes seules? Vous me direz, c'est déjà une réalité ça. La voiture autonome, totalement autonome, ça, moi je serais mort d'ici là, on ne le verra pas, non? La voiture totalement autonome. Oui, totalement. Oui, aujourd'hui on travaille... de niveau quoi, 5, c'est ça? Niveau 5, oui, 6. Niveau 4, niveau 5, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle les robotaxis. Vous avez quelques robotaxis, vous avez déjà plusieurs centaines, plusieurs milliers de robotaxis en Chine et en Amérique du Nord. Mais ce n'est pas votre voiture et la mienne, probablement, parce que c'est bourré de capteurs et probablement un tout petit peu trop cher pour... Ça coûte combien aujourd'hui?
Un robotaxi? Ouais. Bon, je pense que vous ajoutez 30 000, à peu près 30 000 euros de valeur par rapport à ce que peut être une voiture traditionnelle. En plus. Oui, parce qu'il y a beaucoup de capteurs, beaucoup de logiciels, beaucoup de calculateurs. Donc ce ne sera probablement pas votre voiture. Mais la première raison pour laquelle il y a une croissance très forte de Valeo dans les quelques années qui viennent, ce n'est pas le niveau 4 et 5 d'autonomie auquel vous faites référence, c'est rendre la voiture plus sûre aujourd'hui. Et là, les technologies, elles sont disponibles. C'est le freinage d'urgence, c'est l'évitement de collision, c'est rester dans sa voie, c'est vous éviter d'être distrait par votre téléphone portable quand vous conduisez et vous interdire d'une certaine manière de le faire. Donc toute une gamme de fonctions qui arrivent, qui sont prêtes, la technologie est prête. Pour demain, après-demain, pour demain, après-demain, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus 1 300 000 morts par an dans des accidents de voiture dans le monde, qui est un chiffre absolument incroyable et inacceptable. Et si vous regardez les prises de commande, parce qu'on est devenu leader mondial de cette activité, ce qu'on appelle l'aide à la conduite, donc c'est vraiment rendre demain la voiture plus sûre. Sur ces technologies-là, on a pris 4 fois notre chiffre d'affaires en nouvelles prises de commande en 2023. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de sociétés qui prennent 4 fois leur vente en nouvelles commandes. C'est absolument considérable et ça montre quelque part le leadership technologique qu'on a atteint sur ces technologies. Mais une fois, Christophe Périllat, qu'on a dit tout ça, leadership technologique, positionné comme il faut en Chine, quand on voit ce qui se passe en bourse, l'action qui perd 20% depuis le début de l'année, 36% sur un an, 62% pardon, sur 3 ans, il faut que je donne les chiffres, vous dites que vous êtes déçu, c'est injuste au vu de tout ce qu'on a dit là? Ou c'est parce qu'il y a des performances financières qu'il faut améliorer? C'est exactement ça, il y a des performances qu'il faut améliorer. On est devenu une société tech. On est une société de technologie. On est le premier déposant de brevets, société française déposant de brevets dans le monde. On dépense beaucoup d'argent en R&D, mais on n'a pas les marges d'une boîte de tech. On est caractéristique d'une boîte de tech. On a les ingénieurs et les talents d'une boîte de tech, mais on n'a pas les marges. Pas la profitabilité. Donc il y a 2 étapes. Il y a la première étape, c'est maintenant. 2022, le plan stratégique, il court jusqu'à 2025. Et là, on améliore nos marges après année pour arriver aux 6% que vous avez cité en 2025. Ça, c'est la première étape. Et puis, il y a une deuxième étape. Cette deuxième étape, c'est toutes les commandes qu'on a prises en 2022, en 2023. 70 milliards de prises de commandes sur 2 ans, avec une rentabilité significativement supérieure aux 6%. À 2 chiffres? Significativement supérieur à de chiffres. Voilà. Je vais le dire, mais je vais le dire l'année prochaine, pas maintenant. Vous viendrez nous revoir. Absolument, je viendrai vous revoir. Et donc, ces 70 milliards de prises de commandes, c'est-à-dire 2 fois nos ventes, avec les cycles automobiles tels qu'ils sont, ils commencent à se traduire en vente et en profitabilité à partir de fin 2025-2026. Parce qu'il faut 3 ans. Ouais. Il faut 3 ans pour qu'une commande que vous prenez aujourd'hui se traduisent en vente et en profit. Et si tout ça ne se voit pas encore dans les cours, c'est parce que le marché attend. Oui, le marché attend l'épreuve. Je crois que le marché voit notre progrès, constate qu'on a tenu nos objectifs 2022, tenu nos objectifs 2023. Vous vous souvenez, c'était pas des années simples pour l'industrie automobile. Il y avait la crise de semi-conducteurs, il y avait l'inflation, il y avait. Donc le marché voit l'amélioration, mais il voit l'amélioration. Il voit ce qu'on va faire en 2024 et en 2025, qui est encore une nouvelle étape d'amélioration. Et puis, il verra ce qu'on fera après. Donc, il s'agit d'une reconquête pour nous, des investisseurs du marché, pour qu'ils aient confiance dans notre réalisation, dans notre exécution et dans le fait qu'on porte un projet qui est très technologique et qui sera générateur de marge. Bon, on se quitte là-dessus. Qu'est-ce que vous dites aux investisseurs de long terme de Valeo qui sont en négatif, ou celles et ceux qui regardent le dossier ou qui se disent tiens, pourquoi pas être actionnaire de Valeo? Vous leur dites quoi? Je leur dis regardez ce que nous avons dit pour 2025. En 2025, Valeo sera une société qui fera 25 milliards de chiffre d'affaires avec 6% d'EBIT, avec une génération de cash supérieure à 800 millions. Quand vous regardez cette profitabilité qu'on aura obtenue en 2025 et que vous la traduisez dans une valeur du cours de l'action, on est très significativement supérieur au cours d'aujourd'hui. Bon, on en reparlera. Donc on les remercie de leur patience. Oui, juste un truc, parce que je disais que l'avenir de la mobilité, ça peut être la voiture électrique, mais certains disent ça peut être aussi l'hydrogène, les carburants synthétiques, on en parle de plus en plus. Ça, vous y croyez pas? Non.
Ah mais non, pourquoi? Parce que vous n'êtes pas positionné là-dessus, c'est pour ça. En tout cas, pour les voitures particulières, non, on n'y croit pas, parce que le véhicule électrique à batterie est physiquement la technologie qui est la plus efficace. Une technologie à hydrogène, c'est une technologie qui est 3 fois moins efficace qu'une technologie à batterie. Donc c'est-à-dire qu'il faut 3 fois plus d'électricité, l'électricité qui sert à produire l'hydrogène vert, il faudra 3 fois plus d'électricité pour faire le même nombre de kilomètres. Donc ce n'est pas moi ou quelqu'un d'autre qui n'y croit pas, c'est juste la physique qui nous apprend que le véhicule à batterie sera beaucoup plus efficace. Et d'ailleurs aujourd'hui dans le monde, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est des gigafactories qui poussent, hein. Il y en a près de 300 qui sont annoncés en Chine, vous en avez une trentaine en Europe, vous en avez une trentaine en Amérique du Nord. Donc on voit bien que l'industrie automobile a fait son choix, le choix de la technologie d'un véhicule électrique à batterie. Et à quand une batterie avec une autonomie de 1000 km qu'on recharge en 20 minutes et qui reste à prix abordable? Alors, Valeo n'est pas dans la chimie, donc n'est pas dans la cellule de batterie. Par contre, on refroidit les batteries. Aujourd'hui, une des limitations pour avoir une charge très rapide, c'est que quand vous mettez beaucoup d'énergie dans une cellule de batterie dans un temps le plus court possible, vous chauffez beaucoup la cellule. Et donc, si vous voulez réduire considérablement le temps de charge, il faut refroidir énormément. Et c'est là où Valeo intervient? Et c'est là où nous intervenons, où nous avons des technologies très performantes sur le sujet. Bon, merci de passer nous voir. Christophe Périllat, le directeur général de Valeo, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup.